travers mon parcours, comme j'ai pu voir France, passer par un centre de formation français, j'ai joué en Belgique, c'est-à-dire, tu vois aussi comment se passe la formation en Belgique. Et parce que, comme tu l'as cité tout à l'heure, tu as la Belgique francophone et néerlandophone. Et c'est deux Belgiques différentes. C'est deux moyens de formation totalement différents. Et moi, tu vois, tu peux aussi, après ça, tu compares un peu. Mais par contre, je trouve, tu vois, en Belgique, je citais le club d'Anderlecht, tu sens qu'ils ont une méthode de travail qui est très différente de ce qu'on peut retrouver d'une façon générale en France. C'est quoi qui est différent ? Tu vois, je trouve qu'ils sont vraiment dès le plus jeune âge, sur l'individualisation du joueur. C'est-à-dire, par exemple, à 10 ans, ils sont très statistiques, GPS, beaucoup sont énormément sur la spécificité. Or que je trouve à cet âge-là, nous en France, on laisse à la créativité et on verra plus tard si on doit corriger des petits détails. Et je trouve qu'en Belgique, ils arrivent très tôt à maturité. Moi, j'ai joué en Ligue 2 en Belgique. Et une saison, on joue contre... parce que là-bas, ils peuvent inclure les équipes réserves dans le championnat professionnel. Et tu jouais contre des mecs de 15-16 ans, au-delà du talent naturel qu'ils ont, je dirais technique. Mais ils arrivaient à une maturité que tu dis... mais vraiment de façon générale. Tactique en général. Une maturité. Beto, je pourrais pas t'expliquer. Les mecs, les petits, ils étaient prêts. Ouais. Alors, les petits, ils étaient prêts. Ouais. Or qu'en France, généralement, à cet âge-là, tu vas être bon par ton dribble, ton accélération, par tes qualités, je dirais, individuelles. Mais tu vois, ce sentiment de... Mais tu parles en deuxième division, quand tu jouais en Ligue 2 ? Ou c'était des joueurs de Ligue 2 ou c'était des joueurs jeunes, des jeunes joueurs ? J'ai pas... quand je jouais en Ligue 2 en Belgique, c'était la réserve d'Anderlecht, par exemple, ou de Genk, ou de Standard, je les trouvais prêts. C'est-à-dire par rapport à leur âge, 15-16 ans, où justement, tu n'es pas encore prêt, physiquement ou dans le jeu ou tout ce que tu veux, je les sentais prêts. Et du coup, je faisais un peu ce comparatif avec moi quand j'avais 15-16 ans, ou bien même quand je jouais contre des équipes très fortes en France de 15-16 ans. Oui, certes, au niveau de qualité, oui, on a en France. Mais ce truc d'être prêt et de répondre face à des adultes, je trouve qu'ils ont une facilité à le produire de façon très précoce en Belgique qu'en France. Bon, après, j'ai cité Anderlecht. Anderlecht, c'est un top club formateur européen. Peut-être je sais pas après si ça se passe comme ça dans tous les autres clubs, mais c'est quelque chose qui m'a on a un problème juste, je pense, en fin de formation. Je comprends. Mais par rapport à la maturité, tu évoques la maturité, c'est intéressant parce que la maturité s'acquiert par le nombre de matchs que tu vas jouer et les nombres de matchs difficiles sur lesquels tu vas être confronté. Quand tu es un très bon joueur avec un gros club et que tu gagnes tous tes matchs tous les week-ends facilement, voilà, par exemple à Benfica c'était intéressant parce qu'ils ont inscrit des équipes dans des championnats nationaux, c'est avec des catégories d'âge d'un an de moins de ceux contre qui ils vont jouer. Donc il y a toujours une confrontation, ils ont plus de talent, mais par contre ils ont un rapport d'opposition force énergétique et cognitif qui est plus élevé. Et donc du coup ça pousse la maturité. Et nous on a un problème, juste pour terminer Thomas, terminer, nous on a un problème que on a identifié depuis quelques années, il y a des tentatives de rémédiation, c'est que les meilleurs jeunes joueurs dans les clubs en fin de formation ne jouent pratiquement plus. Ils sont protégés. Ils jouent plus assez. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps encore de se développer. Mais non, parce que ils sont protégés déjà. Ils sont pas dans l'équipe réserve parce qu'ils sont trop petits. Ils jouent un peu, ils sont remplaçants. Après, il y a ça. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et puis après, il y a pas forcément les championnats qu'il faudrait développer. Mais toi, tu serais plus quoi pour un championnat fermé comme à peu près à l'anglaise, un sort une deuxième Ligue 1 de jeunes. Alors, parce que moi, tu vois, moi je pense qu'il n'y a pas mieux pour jeunes joueurs du jeu avec des adultes. Pour s'aguerrir. Mais tu vois, par rapport au contraste que je disais par rapport en Belgique, demain, après peut-être c'est culturel, ça viendra avec le temps, demain, des jeunes de 15-16 ans jouent en Ligue 2 française,
impossible, Etienne. Non, mais 15-16 ans, c'est beaucoup trop jeune. Tu vois ce que je veux dire? Mais je te parle des joueurs qui les mecs qui rêvent. Je te parle de formation, quoi. Oui, en fin de formation, à 18, 19, 20 ans. Pierre-Yves et Seb, ils sont de l'idée qu'il ne faut pas jouer des championnats. Il faut jouer des matchs organisés à leur niveau avec des autres clubs. C'est une vision. C'est une vision. Après, chacun va la défendre. Après, je pense que le Paris Saint-Germain, avec les jeunes, moi, je suis pas. Ils vont jouer contre Lyon, ils vont jouer contre l'OM. Ils sont déjà dans mais ils ne vont pas participer au championnat. Mais ces grands clubs-là sont déjà dans ce système-là, plus ou moins. Ils font des matchs et puis européens. Il y a des championnats européens qui ont été construits, qui ont été conçus par l'Angleterre en particulier, ou des réserves. Là, il y a la fédération a créé le championnat des réserves aussi cette année. Je pense que, en fait, il faut trouver notre bonne formule, en fait. Il faut arriver à trouver notre bonne formule. Est-ce qu'on l'a encore trouvé? Je ne saurais pas dire. Il faut arriver à mettre les meilleurs joueurs en formation dans des systèmes professionnels pour qu'ils soient confrontés au système professionnel. Comme un peu en Espagne aussi. Par exemple, moi, je crois beaucoup au fait que l'entraînement, quand tu es en formation, l'entraînement doit se réduire à des matchs et à du travail de spécialisation ou individualisation. Voilà, faire des entraînements courants comme on a l'habitude de le faire jusqu'à présent. Genre 5 entraînements par semaine, après tu as un match le week-end, etc. Il vaut mieux jouer des matchs réguliers. 2 matchs par semaine. Voilà, tu joues des matchs. Tu te mets au rythme des professionnels. Tu te mets dans une dynamique des professionnels. C'est une discussion qu'il n'y avait pas plus tard. C'est intéressant ça. Donc tu défends le fait que, par exemple, le mercredi, on fait un match. Oui, parce que c'est une discussion qu'on avait. J'étais au PSG il y a... Tu récupères plus vite. J'étais au PSG il y a 15 jours avec Johan Cabagne. C'est une discussion qu'on avait. Ça fait partie des discussions auxquelles moi je pense que quand tu arrives, tu vas toucher très vite le monde professionnel. Il faut que ta dynamique d'entraînement, de vie, elle se soit le plus proche de ce qui va se faire dans ta vie professionnelle. Tu vas progressivement arriver vers une réalité que tu dois commencer à toucher du doigt. Et d'ailleurs, les équipes réserves, au Sporting typiquement, ils ont vraiment un staff qui est un staff pro, l'équipe réserve. Et ils ont une dynamique qui est pratiquement celle d'un staff pro. Comme ça, quand ils arrivent au-dessus, ils sont pas perdus, quoi. Ils vont retrouver les mêmes choses. Mais en fait, avec une situation tu m'avais dit ça, pour revenir, c'est quand j'étais en Belgique, j'étais dans un club et le kiné venait de Porto, des jeunes. Et il me parlait de ça, il me disait ce que tu dis, qu'au niveau même du staff, tout ça et tout, c'est comme en pro. Oui, mais l'Espagne aussi, mais on a aussi dans les clubs français des systèmes qui sont aussi organisés comme ça. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une rupture entre la fin de formation, il doit y avoir une rupture de dynamique d'entraînement. Ça doit être véritablement comme si tu étais dans une dynamique... Post-formation, du coup. Oui, mais comme si tu étais dans une dynamique de match à 2 matchs par semaine, 3 matchs par semaine. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ponctuellement. Oui, ponctuellement, bien sûr. Non, mais 3, oui, 2 matchs par semaine, quoi, pour être dans un rythme. Oui, mais n'oublie pas que, en fait, il faut qu'ils apprennent à gérer... un rythme. Mais à vivre dans un effectif. Pourquoi tu jouerais tous les matchs? Tu es dans un effectif. Il faut que tu apprennes aussi des fois à être remplaçant, à ne pas jouer, à ne pas être convoqué. À ne pas jouer bien. Ou c'est aussi une question de perdre. Oui, mais c'est aussi une question de pouvoir commencer à t'intégrer dans un effectif professionnel. Et gérer tes émotions. Voilà, avec toutes les problématiques que auxquelles tu vas être confronté, parce que tu vas jouer... quand tu joues la Ligue des Champions ou quand tu joues l'Europe, il y a une fréquence de rencontres, de récurrence. J'ai discuté il y a pas longtemps avec Franck Hez, plus les matchs de sélection. C'est pas du tout pareil. J'ai connu à Lens. Oui, je veux dire, quelque part, tu es sur une dynamique de vie qui change aussi. En fait, tu es rythmé par les matchs. Comment tu gères ta récupération, comment tu gères entre 2 matchs. Au final, tu fais peu d'entraînement. Au final, quand j'ai peu d'entraînement. Mais tu dois faire du travail d'individualisation. Ouais, je suis d'accord avec toi. Individualiser et être sur une dynamique proche des pros. Et moi, je trouve qu'on n'est pas assez dans... On est en chemin, peut-être. Tu répondras mieux que moi. Mais on n'est pas encore assez dans l'individualisation. Même au niveau statistique, GPS. On est en chemin. Après, on est actuellement... On va dire que les technologies... Elles commencent à arriver, enfin les GPS sont arrivés depuis longtemps dans le... Oui, mais je trouve que c'était moins répandu que maintenant, qu'aujourd'hui. Maintenant, tu vas dans des clubs de National 2, les mecs ils sont des GPS. Oui, la question c'est toujours la même question que moi on m'a posée quand... Tu vois, est-ce que c'est plus esthétique
que vraiment les gens ils utilisent de façon nécessaire, tu vois. Oui, alors ça calibre la charge, ça permet de mesurer les charges et d'avoir un équilibre pour veiller à avoir une sorte de surveillance de ces charges-là. Ça, pour le coup, c'est intéressant. Mais après, qu'est-ce que tu fais de toutes ces datas? Qu'est-ce que tu fais de toutes ces données? Après, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le coach, comment il l'utilise? C'est une vraie question. Aujourd'hui, on y travaille. Enfin, moi, avant de partir de la fédération avec le centre de recherche, c'est des sujets qu'on avait commencé à mettre sur la table. Vous travaillez avec des centres de recherche J'ai créé un centre de recherche à la fédération juste avant de partir. Ok, d'accord. Sur les dernières années. Ok. Parce que pour mon expérience personnelle, je me rappelle une fois, j'étais dans un club, je ne vais pas le citer, je parlais avec un kiné. Bon, tu connais classique, pré-saison. En fait, si tu veux, les 2 premiers jours, tu fais que des tests. Des sauts, souplesse, tu fais tout gras, tout ce que tu veux. Une fois, je posais une question à un kiné, il dit t'as fait tout ça. Tous ces infos, on a fait tout ça. Mais est-ce que j'aurai un programme particulier? Quel jour? Quand? Tu vois? Prends-moi par le bras. Aujourd'hui, on est mardi, on est à J-3 du match. Tu dois faire ta séance et tout. Je trouve qu'il me dit... Non... En gros, vous êtes trop... Comme si, tu vois, vous êtes trop... c'est difficile. Non, c'est difficile de gérer. Mais pourquoi tu vois, pour moi, c'est dans ce cas-là, mais pourquoi tu le fais? Et j'ai l'impression, peut-être je généralise le foot, qu'on est un peu comme ça. Et ça rejoint un peu ce que tu as dit. Enfin, je sais pas si je me trompe. On n'est pas assez dans l'individualisation. Quand je dis dans l'individualisation, c'est-à-dire que, Beto, on va régler ça. Tu sais, t'es pas assez souple. Hamstring. Docteur. Cuisse. Je sais pas comment tu sais. Ouais, bref, hamstring. Ceux qui comprennent l'anglais vont comprendre. Je te prends par le bras. Tiens, tu dois faire ta séance. C'est ce jour-là. Et pas... Je t'affiche un tableau et je te mets des positions et tu fais quand tu as envie. Et tu vois, c'est dans ça vraiment, tu vois, la rigueur. Voilà. Où moi, je suis plus en phase avec les Américains. Parce que peut-être eux sont dans une culture qu'ils ont. Mais après, une culture. Eux sont dans la perf. Ouais. Ils optimisent la perf. Par n'importe quel moyen, de façon légale, des fois plus ou moins. Bref, ça c'est un truc, on sait jamais. Peut-être. Mais c'est la perf. Ouais. Et comment on va arriver à la perf? C'est de la rigueur. C'est le lundi, tu dois faire ça. Le mardi, tu dois faire ça. Et c'est pas, j'affiche un truc pour faire esthétique. Ouais, ça fait beau. T'as vu derrière, là, t'as la posture à faire. Le tableau, il est joli. Et je laisse comme ça. Tu vois, je trouve qu'on est passé dans l'accompagnement, mais rigoureux, tu vois. C'est mon avis. C'est un sujet qui va être, je pense... Comme les GPS, j'ai cité les GPS tout à l'heure. Plus traité. Des fois, pour mon cas, on me disait, c'est pas assez en volume et tout. On te balance comme ça. Bon, t'as pas fait un bon match parce que t'as pas assez. Ok. Mais peut-être mon profil par rapport à quelqu'un qui est plus petit, mais je vais peut-être moins de temps à monter dans les tours parce que c'est ma morphologie qu'il faut. Tu vois, c'est vraiment dans ce micro détail. Peut-être que j'exagère, hein, non. Mais je te dis ça à toi parce que t'as fait partie de cette direction-là, tu vois. Tu exagères pas, je pense. C'est des sujets qui sont déjà traités par, je pense, un bon nombre de clubs, de grands clubs européens, et qui progressivement vont... Mais ça demande, comme tu l'as très bien expliqué ton kiné, ça demande des ressources. Si tu veux faire de l'individualisation, c'est avoir des ressources pour s'occuper et faire de l'accompagnement individuel. Tu vois, véritablement. Donc ça, c'est encore c'est un autre sujet. C'est un sujet après, c'est économique aussi. Franck, tu as parlé de l'importance de faire jouer les jeunes plus qu'aujourd'hui. Avant le Covid, au Portugal, il y avait le championnat U23. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Tu as participé à des discussions, toi, une idée par rapport à ça? Moi, c'était pas mon dossier. Pour la France. Tu penses que c'est une bonne chose, par exemple, créer un mon Alors il y avait, je pourrais pas dire parce que j'étais pas vraiment dans les discussions, les échanges que j'avais eu comme ça avec quelques collègues. Il y a, tu veux dire, un championnat comme je disais tout à l'heure, comme en première ligue ils font là, tu vois. Ou 23. Là, on va avoir un championnat des réserves qui va avoir, qui est lancé, un championnat des centres de formation, plutôt pas des réserves, des centres de formation, qui est lancé. Après, il y a une vraie discussion entre le monde amateur et le monde professionnel, parce qu'en fait, et la fédération, parce que si tu enlèves aussi toutes ces équipes qui ont fait le charme aussi des clubs professionnels avec le monde amateur, tu vois, qui pendant des années
fourni. Et puis il faut pas perdre de vue aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui le monde amateur, les championnats nationaux amateurs, c'est des très très belles équipes. Parce que tu as, dans toutes ces équipes, tu as tout un tas de joueurs qui étaient dans les centres de formation. Qui ont été dans les centres de formation. C'est un rebond pour un grand nombre d'entre eux. Donc c'est une vraie discussion. Je ne pourrais pas dire dans le détail, parce que je ne vais pas faire partie de ces discussions-là, mais c'est complexe. Et créer les championnats des centres de formation, c'est déjà une première étape. On va voir, il faudra tirer les formation. Il ne va pas surposer le U17, U19 ? Si, sur ces catégories-là. Okay. Mais après, la question à se poser... Je trouve que ça exclut un peu les... Comme tu as dit, moi, je trouve que ça exclut les clubs amateurs. Oui, donc, par exemple, mais ils vont jouer encore... Oui, ils vont jouer entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus du 17 nationaux, Si, bien sûr. Il y aura du 17 du 19 nationaux, mais du coup, ce sera que entre amateurs. Le détail, comment il va se mettre en œuvre, je ne l'ai pas suivi. Ok, d'accord. Je ne l'ai pas suivi, pour être très honnête. Mais par exemple, Versailles, qui aujourd'hui joue 17 nationaux, demain, ne va pas jouer. Si. Mais ils ne sont pas des centres de formation. Non, mais ils auront, si tu veux, les centres de formation vont se rencontrer entre eux. C'est un peu comme... alors, la dynamique interne, je ne la connais pas. Parce que je me suis... je l'ai pas, on n'a pas eu de débrief collectif sur ces sujets-là, en fait. Donc, je ne pourrais pas dire. Ok, d'accord. Je pense que c'est intéressant. Oh, non, pas, moi, je suis préparé au monde adulte, quoi. Non, moi, je ne suis pas fan, parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour un club, surtout un club réserve, des jeunes joueurs. Parce que quand tu commences à toucher la CFA, tu as 16-17 ans, de se confronter à des adultes. Pour moi, c'est pas... Ouais, c'est riche. C'est la... riche. Pour s'aguerrir, c'est... Au 23. Au 23. Mais U23, tu es en réserve. D'ailleurs, c'est la volonté du PSG qui recrée une équipe qui va jouer... Qui va jouer des championnats en division d'honneur, en R3, en R1 plutôt pour retrouver le ils avaient opté justement pour la suppression de leur équipe réserve. Ouais. Et tu vois qu'il y a un gouffre entre passer U19 et tu arrives chez les professionnels. Ouais. Donc ils remettent une équipe pour pouvoir retrouver le national. Ok. Ils vont faire ça. T'es obligé. T'es obligé. Et même moi, après je pense que je sais pas si tu l'as constaté. Moi, quand j'ai commencé à jouer en CFA, t'es peut-être dans les années 2012. C'est-à-dire à 12 ans, tu avais beaucoup plus d'équipes de réserve professionnelles en CFA, c'est-à-dire l'actuel National 2, que maintenant. Ouais, mais maintenant, tu as quand même beaucoup de clubs. Tu as des clubs pro, beaucoup en R1. Oui, pour un club professionnel, se maintenir dans les championnats nationaux, c'est très dur. Parce que tu joues très jeune. Tu en avais plus avant, c'est ça. Parce que tu jouais. Il y avait il y avait deux raisons. La première, c'est que tu avais les joueurs professionnels qui jouaient, qui descendaient. Comme aujourd'hui. C'est peut-être parce que ces joueurs pro qu'on dit, ils signent pro très jeunes et du coup ils se retrouvent dans cette catégorie où ils devaient jouer de base. Et puis t'étais moins jeune, t'étais quand même beaucoup moins jeune. Moi j'ai fait partie aussi de ces joueurs qui ont joué les championnats 3e division à l'époque et tout. Tu jouais contre des gens très expérimentés, mais tu commençais à jouer, t'étais beaucoup moins jeune que ce que tu as pu être. T'avais toujours des très jeunes, mais t'avais quand même un encadrement d'équipe qui était beaucoup plus adulte, beaucoup plus mûr, tu vois. Tu avais une structure d'équipe avec quelques anciens joueurs qui étaient là, qui encadraient, et après tu avais quelques très jeunes qui étaient présents, plus talentueux. 17 ans, quoi. Mais je sais pas, moi je trouve, tu vois, après, je te parle en tant que vraiment de joueur, je fais un constat, des fois j'en discute un peu avec les collègues, si je peux dire ça comme ça, on se dit, t'es quand même... tu entends des clubs, tu dis, ils sont R1, mais tu dis comment une réserve professionnelle elle peut être en R1, beaucoup en National 3 et même très peu. Je sais même pas s'il y en a encore en National 2 à l'heure actuelle. Il me semblait que Lorient était. Lorient ils a été champion, je sais qu'il y a quelques temps. Lorient, il me semble qu'ils sont encore. Mais après, je te rejoins. C'est super dur. Mais ça fait aussi partie, je pense, de cette façon de t'aguerrir et que je pense c'est pour moi après moi je travaille pas à la Fédé, mais je trouve que c'est une très belle idée de rester dans ce niveau-là. C'est là où tu acquiers de la maturité. Ouais.